Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous Thierry Messant, bonjour à toi Thierry, depuis Damas, donc c'est un direct, nous allons parler de choses importantes, essentielles, en nous appuyant sur ton livre d'ailleurs, dont j'ai déjà parlé mais que je n'avais pas montré, Thierry Messant sous nos yeux du 11 septembre de Donald Trump. Nous ne sommes pas à 10 ans ni même à 15 ans du 11 septembre, mais c'est vrai que nous connaissons actuellement un bouleversement mondial qui est peut-être équivalent et que l'étymologie de tous ces bouleversements actuels provient peut-être du 11 septembre. Moi-même j'ai publié récemment un livre sur le terrorisme global qui s'intitule Les stratèges de la terreur globale et qui reprend pour point de départ le 11 septembre puisque, encore une fois, le monde non seulement a basculé ce jour-là, mais il a changé. Alors, Thierry, de quoi commence-t-on par parler autour de votre livre et nous référons à votre livre, hein, je le remontre à l'écran. Peut-être pourrait-on parler de ce nouveau pacte du Quincy. Alors on peut dire en deux mots de quoi il s'agit, vous allez nous le dire. Ce nouveau pacte du Quincy qui se serait conclu lors du sommet arabo-américain de Riyad pour régler, enfin pas pour régler, mais pour réaménager la crise au Proche-Orient. Depuis l'élection de Donald Trump, celui-ci essaye de mettre fin à l'usage du terrorisme par les États-Unis, par son propre pays, et surtout par le Royaume-Uni, qui est le grand ordonnateur du terrorisme islamique depuis les années 50, en fait. Donc, cette volonté l'a amené à reconsidérer l'ensemble des relations internationales, des alliances dont les États-Unis disposent. Les réseaux terroristes actuels, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, sont tous les excroissants d'une seule matrice, les frères musulmans. Tous les chefs d'Al-Qaïda, y compris Oussama Ben Laden ou aujourd'hui Ayman al-Zawahiri, tous les chefs de Daesh sont des membres ou d'anciens membres des frères musulmans. Or, les frères musulmans, c'est une organisation prétendument religieuse, mais en réalité exclusivement militaire et politique, pas du tout religieuse, qui dépend des secrets britanniques et que les Britanniques ont utilisé, d'abord seuls, puis avec les États-Unis et avec Israël, pour déstabiliser différents États ou livrer des guerres. Alors, l'Arabie saoudite a financé les frères musulmans depuis les années 60 et aujourd'hui le budget que l'Arabie saoudite consacre au terrorisme international, ce budget qui passe par la Ligue islamique mondiale, ce budget est plus important que celui du ministère de la Défense saoudien. C'est normal, hein, puisqu'on a affaire à de vraies armes. Donc Donald Trump a décidé de convaincre ses alliés saoudiens d'arrêter avec ces organisations terroristes, donc de se priver de leur principale armée. Et en échange, il a renoué le pacte de Quincy qui avait été passé entre Franklin Roosevelt et le fondateur de l'Arabie saoudite, et un pacte qui avait été relancé par George Bush Jr. Mais ce qui est important, c'est qu'il a fait ça à Riyad en présence de pratiquement tous les États arabo-musulmans pour les faire rentrer dans cette nouvelle ère. Tous les États sunnites. Alors Thierry, je me permets non pas de vous interrompre, mais sur ce point, vous êtes en train de bousculer, de jouer au jeu de quilles avec des idées reçues. Vous êtes en train de nous dire que le véritable promoteur du terrorisme, à travers notamment les frères musulmans et l'Arabie saoudite, qui accueille les frères musulmans en 1951, lorsqu'ils sont pourchassés par Gamal Abdel Nasser, que ceux qui ont véritablement la main, ce sont les Anglais et non pas les Américains, et qu'aujourd'hui les Américains voudraient rompre avec ce cercle
absolument vicieux, non vertueux, et changer de stratégie littéralement en privant les Anglais de leurs bras armés, de leurs mercenaires djihadistes, si je ne me trompe. Oui. Alors donc, mais tout ça, n'est-ce pas un peu, tout ça semble un peu extraordinaire, puisque ce n'est pas la lecture qui en est faite habituellement. Oui. Mais alors, il n'y a pas cette lecture parce que pour le moment, en dehors du livre que je viens de publier, il n'y avait aucune histoire écrite des frères musulmans depuis leur création. Je dis depuis leur création, c'est-à-dire, selon la manière dont on regarde, soit en 1928 avec Hassan el-Banna, en Égypte, soit en 1951, quand ça a été entièrement recréé et réorganisé par les Britanniques, mais il n'y a pas d'histoire de cette confrérie depuis cette période. On en parle au coup par coup, un jour pour un assassinat politique, le lendemain parce qu'il y a une guerre en Afghanistan ou parce que il y a une guerre en Yougoslavie, mais personne n'a écrit l'histoire des frères musulmans, ce que j'ai fait dans ce livre, entre autres. En tout cas, ce sont les frères musulmans qui ont failli prendre le pouvoir sur le pourtour méditerranéen. Ils sont toujours en embuscade en Tunisie. Ils ont occupé le gouvernement, les manettes. Ils ont tenu les manettes en Égypte pendant 1 an. Et au fond, l'AKP de M. Erdogan, c'est un faux-nez ou un cache-sexe, si je puis dire, si je puis me permettre, des frères musulmans. Cette confrérie, elle a été utilisée tout au long de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui, et à chaque étape de la politique internationale, cette confrérie s'est transformée. Actuellement, la Turquie a la mainmise politique sur ce système. C'est la Turquie qui organise les communiqués de presse, les prises de pouvoir, etc. Mais auparavant, ce rôle était tenu par un prince saoudien, le prince Bandar bin Sultan. Maintenant, bon, il est éliminé, alors c'est M. Erdogan qui a pris la succession. Mais alors, où va conduire cette stratégie américaine? On évince les frères musulmans, qui sont une organisation à la fois politique, militaire, mais également eschatologique, puisqu'elle s'inspire du wahhabisme, qui est l'idéologie officielle de l'Arabie Saoudite. Mais tout cela doit conduire, où cela doit-il conduire? Une fois qu'on a mis de côté les frères musulmans, que se passe-t-il? Daesh occupera toujours le terrain en Syrie. Voilà, quel est le but de la manœuvre, en quelque sorte? Deux choses. D'abord, tout à l'heure, j'ai dit que c'était Donald Trump qui essayait de rompre avec les frères musulmans. Mais il est bien clair que l'administration du président Trump, dont les hauts fonctionnaires ont voté à 98% pour Hillary Clinton, cette administration tente de saboter la politique de son propre président. Et il y a des parties de l'administration qui continuent à œuvrer auprès des frères musulmans. Alors c'est une politique malgré tout, c'est une stratégie quasiment machiavélienne. On voit mal Trump ayant élaboré, conçu ce grand renouvellement stratégique géopolitique pour le Proche-Orient. Qui pilote, qui l'a inspiré, qui lui a inspiré cette politique? Donald Trump est la personne qui, le jour même du 11 septembre 2001, est intervenu sur la 9e chaîne de télévision de New York pour dire que cette histoire ne tenait pas debout, l'histoire du 11 septembre. C'est vrai. Donc c'est quelqu'un qui se prépare depuis de longues années à la prise du pouvoir. Il est entouré, quoi que raconte la presse internationale, il est entouré par des gens qui ont une réflexion sur la manière dont les États-Unis ont défendu leur empire au cours des 15 dernières années. Et il a une stratégie pour mettre fin à ce système impérialiste qui l'a précédé. Alors on connaît évidemment Michael Flynn, mais il y en a d'autres autour de lui, dont le fameux Steve Bannon. Bon. Donc le président Trump, il a réussi à convaincre l'Arabie Saoudite, et c'est quelque chose d'absolument énorme. Bon, il y a quand même d'énormes contrats militaires qui ont été
concédé à ce moment-là pour 110 milliards de dollars. C'est-à-dire que, oui, l'Arabie Saoudite se prive d'une armée, mais en même temps, les États-Unis lui donnent une nouvelle armée. Bon. Mais pourquoi faire? Pour aller frapper le Yémen? Si le champ de bataille de l'Arabie Saoudite, ce n'est plus véritablement la Syrie et l'Irak, quels seront ces champs de bataille? Enfin, si je connais la réponse et je vous la souffle, c'est l'Iran, évidemment. Oui, c'est l'Iran. C'est pas forcément le champ de bataille. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite est en rivalité avec l'Iran. C'est une rivalité très ancienne. Des deux côtés, il y a une sorte de haine vraiment, je dirais, qui date au moins de la fin des années 70, mais je pense que c'est plus ancien encore. Bon. En tout cas, ces deux États vont se rivaliser dans cette région. Mais si l'Arabie Saoudite change de camp, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, est-ce que les autres États vont s'aligner sur cette alliance États-Unis-Arabie Saoudite, ou est-ce qu'ils vont s'aligner sur les frères musulmans et le Royaume-Uni? Parce que c'est une crise auquel on assiste à l'intérieur du camp occidental. Il y a une rupture très importante entre le Royaume-Uni et les États-Unis actuellement. À l'appui de votre propos, je rappellerai que le père du responsable de l'attentat de Manchester est un agent, mais un officier, et pas tout à fait de subalterne, des services spéciaux MI6, qu'il a été envoyé, qu'il faisait partie de la garde prétorienne de Kadhafi, mais qu'il a été envoyé du côté des djihadistes pour renverser Kadhafi, et que c'est un homme dont on a utilisé les services. Donc derrière l'attentat de Manchester se trouvent effectivement les services britanniques. Il avait été retourné par le MI6 pour commettre un attentat contre Kadhafi. L'attentat a été découvert, enfin le complot a été découvert, alors il a été exfiltré en Grande-Bretagne, puis il a été ramené par les Britanniques avec Al-Qaïda pour organiser à nouveau un attentat contre Kadhafi. À l'époque, d'ailleurs, Kadhafi avait lancé un mandat d'arrêt international contre lui qui avait été relayé par Interpol. Il y a eu des débats très, très âpres au sein des services secrets britanniques sur cette utilisation d'Al-Qaïda contre Kadhafi. Il y a eu des démissions, dont un de mes amis là, qui avait démissionné très brutalement du MI5, parce que le 5 et le 6 étaient tous les deux engagés dans cette opération. Après, on a utilisé à nouveau M. Abeidi lors du renversement de la Jamaïa arabe libyenne en 2011, et actuellement il est toujours en opération en Libye. Et donc son fils, qui a travaillé avec lui, qui est entouré il est dans un village, enfin un quartier au sud de Manchester, où se trouvent au moins 250 membres d'Al-Qaïda Libye, qui habitent là, sous la protection du MI6. Comme en Belgique, la fameuse ville de Molenbeek. Voilà, pareil. Alors donc vous apportez des éléments extrêmement nouveaux, originaux, en nous disant il y a aujourd'hui 10 jonctions des politiques américaines d'un côté, anglaises de l'autre. Alors, vers où se dirigeraient les États-Unis en faisant renoncer à l'Arabie Saoudite ces mercenaires al-qaïdiques, djihadistes, takfiristes? Quel est le grand dessein américain et quelle est aussi, en contrepoint, la politique qu'entendrait ou que voudrait poursuivre la Grande-Bretagne au Proche-Orient? Il y a au moins 3 projets qui se confondent. D'un côté, la Maison-Blanche veut mettre fin au terrorisme international parce qu'elle considère que c'est cruel, ça sert à rien et ça casse tout. Bon. De l'autre côté, les Britanniques ne veulent pas se défaire d'une arme qui leur a si bien servi au cours de la guerre froide et dans les dernières années. Donc eux, ils veulent maintenir l'organisation du terrorisme international, et c'est eux qui aujourd'hui sont les maîtres à la fois d'Al-Qaïda et de Daesh, les maîtres au sens politique du terme. Hein. Et puis il y a un troisième projet qui est celui de... le troisième projet, c'est celui de l'État profond aux États-Unis,
qui pour le moment est allié aux Britanniques bien plus qu'il n'est allié à la Maison-Blanche. Et là, cet État profond a exposé son programme en 2004, même c'est un programme plus ancien, mais il était rendu public en 2004 dans un livre de Thomas Barnett qui s'appelait The Pentagon's New Map. Et l'idée, c'est que pour maintenir la domination des États-Unis sur le reste du monde, maintenant on est à une ère globale, on n'est plus dans la rivalité avec l'Union soviétique, donc les États-Unis doivent prévenir l'émergence de nouveaux compétiteurs, et pour cela, les États-Unis doivent détruire préventivement un certain nombre d'États qui, un jour, pourraient se développer. C'est la mise en pratique de la grande stratégie de l'Empire américain élaborée en 1997 par Zbigniew Brzezinski, qui vient justement de mourir et qui voulait fragmenter le monde, tribaliser le monde, émietter. D'ailleurs, l'Europe, ce magma informe, faisait partie. Il s'agissait de satelliser l'ancien continent par le truchement de l'Union européenne. Or, donc il y a ceux qui aujourd'hui veulent fragmenter, mais il y a ceux qui, pour fragmenter le monde, voulaient utiliser ce que Michael Ledeen, un agent du Mossad et de la CIA à la fois, appelait la stratégie du chaos constructif. On a vraiment l'impression aujourd'hui que c'est la stratégie du chaos tout court. Mais c'est ce à quoi veut mettre certainement fin la Maison-Blanche. Absolument, absolument, c'est ça. Je trouve que j'ai discuté avec M. Brzezinski lui-même de cette histoire, et lui était sur une base de défense des États encore. Parce que c'est un homme un peu comme Henry Kissinger qui avait un cadre intellectuel donnant une place à l'organisation sociale et donc aux États. Alors que l'équipe dont il s'agit actuellement, et disons depuis George Bush Jr., l'équipe qui tient le système militaire aux États-Unis, ces gens-là sont pour le chaos tout court. Ils ont donc publié une carte en 2004 où le monde est divisé en deux zones, les zones stables et les zones que l'on va détruire. Alors, moi, quand j'ai lu ce texte, d'ailleurs j'ai dû le lire, il avait déjà 1 ou 2 ans quand je l'ai lu, quand j'ai lu ce texte, je n'y ai pas cru, ça me paraissait complètement délirant. Enfin, on ne détruisait pas des pays pour le plaisir. Je pensais qu'on détruisait des États quand on venait voler des choses sur place. Mais pas du tout, et c'est longuement expliqué dans ce livre. Hein. L'objectif, c'est bien le chaos. Ceux qui se sont aveuglés, par exemple, sur l'enjeu pétrolier, énergétique et autres, qui est, vous me le disiez, un enjeu secondaire, ce que j'écrivais en 2003 dans l'islam révolutionnaire, le but n'est même pas le chaos constructif, le chaos qui permettrait de faire la tabula rasa et de reconstruire, mais c'est le chaos pour le chaos, c'est l'ordo ab chaos. Oui, absolument, absolument. Donc ça, effectivement... D'ailleurs, je pense que le livre sur l'islam révolutionnaire, même s'il y a des choses qui vont paraître un peu bizarres sur la conception de l'islam, mais sur l'analyse de la stratégie des États-Unis, je pense que c'est la première fois que j'avais lu ça, en fait. Et cette stratégie, elle a été élaborée en plusieurs étapes par l'équipe de Bernard Lewis. Bon, on peut retracer la genèse de toute cette histoire, mais ça paraissait un délire, et ce que nous voyons ici au Proche-Orient depuis 2011 n'a pas d'autre explication. Alors, moi je vous dis ça parce que je suis ici, j'étais en Libye, là je suis en Syrie, mais j'ai beaucoup voyagé dans cette région, et toutes les populations et tous les gouvernements de cette région, quand les troubles ont commencé, tout le monde a cru que c'était à nouveau une recherche du pétrole ou une volonté de détruire des gouvernements qui s'opposaient à l'impérialisme des États-Unis. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Et ça, tout le monde a pu le constater ici,
au cours des 6 dernières années. Et comme on l'avait constaté autrefois en Irak. Comme on l'avait constaté autrefois en Irak, mais alors on n'avait pas d'explication. On était là comme la poule devant le couteau, on ne comprenait pas du tout. Et souvenons-nous, on a dit que les États-Unis ont échoué en Afghanistan, qu'ils ont échoué en Irak. Après, on a dit, mais c'est un échec en Libye. Et là, c'est un échec en Syrie. Mais pas du tout. Si on lit ce qu'ils écrivent, c'est exactement ce qu'ils recherchaient. Écrit autrefois, textuellement, en disant mais non, du point de vue de l'armée, de l'instauration de la démocratie, de la libération soi-disant des peuples, c'est un échec absolu, échec militaire, échec financier pour l'Amérique, mais pour les stratèges du chaos, c'est une pleine et absolue réussite. Voilà, ça je l'ai écrit il y a 10 ou 15 ans. Nous sommes aveuglés à la fois par la tradition impérialiste des États-Unis et deuxièmement par des années de discours néoconservateurs qui nous masquent la réalité des enjeux. La réalité des enjeux, c'est qu'il n'y ait plus d'État, qu'il n'y ait plus d'organisation sociale. À ce que disait Thomas Hobbes à propos de la guerre civile britannique au XVIIe siècle, eh bien, l'homme doit redevenir un loup pour l'homme, c'est tout. Et ça, dans des régions entières. Alors, on a détruit tout le Proche-Orient. Enfin, il reste encore un peu à faire. Vous voyez, par exemple, ce qui est en train de se passer apparemment, qui commence au Maroc. Hein, mais tout le grand Moyen-Orient doit être détruit. Et après, les gens qui font ça doivent passer à une deuxième étape. Cette deuxième étape, ce sera soit les Philippines, la Malaisie, puis je sais pas, même jusqu'à la Papouasie. Bah, la Philippine, ça a reflambé, puisqu'on ne s'attendait pas du tout. Rodrigo Duterte fait face à une offensive d'Abou Sayyaf qui n'est pas légère du tout, et dans laquelle, je note bien, il y a des combattants mercenaires aussi bien du Proche-Orient, il y en a aussi d'Asie, puisqu'il y a des Singapouriens, des Chinois de Singapour dans la révolte d'Abou Sayyaf, qui a donc pris une dimension tout à fait mondialisée. Ça bout sur le feu, l'incendie peut se déclarer n'importe quand. Et il y a un autre foyer qui se prépare, qui est le nord-ouest de l'Amérique latine, autour du Venezuela, de l'Équateur, de la Bolivie. Ces États peuvent flamber demain matin. J'étais au Venezuela il y a quelques jours, parce que le président Maduro a fait une grande intervention à la télévision en expliquant que ce qui se passait actuellement dans son pays, c'était la même chose que ce qui s'était passé au début en Libye et en Syrie. Mais je l'ai vu, c'est incroyable. Quand on regarde les médias occidentaux, on croit actuellement au Venezuela. Le problème, c'est entre le gouvernement et son opposition. Mais ça n'est pas du tout le cas. Pas plus que ça n'a été le cas en Libye ou en Syrie. Et si vous doutez de ce que je dis, regardez ce qui se passe en Libye. En Libye, on a dit qu'il fallait renverser Kadhafi. Mais Kadhafi est mort depuis déjà bien longtemps. Et la guerre continue. En Libye, 2/3 de la population a fui le pays après la mort de Kadhafi. 2/3 de la population a fui la Libye libérée par l'OTAN. Un autre parallèle, toujours d'actualité, c'est Kaboul. Les talibans nous ont bien dit qu'ils n'étaient pas responsables de cet attentat qui a fait 300 blessés, 80 morts et autres dans le quartier des ambassades. Tout le monde est en train de montrer du doigt l'État islamique. La guerre est officiellement achevée depuis le 31 décembre de 2014 avec le retrait des Américains. Il y a encore 8500 hommes. Monsieur Trump annonce d'ailleurs qu'il veut en renvoyer 5000. La guerre a commencé en octobre 2001. Le surlendemain du 11 septembre, ce sont des guerres qui avaient été annoncées. Des guerres sans limite, mais des guerres au fond des guerres éternelles.
des guerres de dislocation, de morcellement de la planète, avec pour but quand même la gouvernance mondiale, puisque c'est ça qui est un but quasiment eschatologique. Hein, il faut établir la paix sur Terre, réaliser l'entente entre les hommes, mais pour cela on commence par détruire les nations et par éreinter tout le monde. Je vous redonne la parole en disant qu'au fond, si j'ai bien compris, si je vous ai bien compris, Thierry, Monsieur Trump voit qu'il y a une énorme bouilloire sur le feu, Daesh, les takfiristes et autres, et qu'il s'est entendu avec les Saoudiens pour dire halte au feu et d'essayer de retirer la bouilloire de la fournaise. Absolument, absolument. Mais il faut voir que tout ça, ça va avoir beaucoup de conséquences. D'abord dans cette région ici, puisque chacun doit choisir son camp, hein, s'il est du côté du terrorisme ou contre le terrorisme, c'est-à-dire s'il est du côté du Royaume-Uni ou du côté de la Maison-Blanche. Les États régionaux vont se repositionner. Clairement, actuellement, le Qatar, la Turquie et l'Iran, tout au moins, et le président Rouhani sont en train de jouer la carte du terrorisme. C'est un renversement. Hein. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent va s'avérer faux dans les prochaines semaines. Au contraire, il y a d'autres États. Vous avez dit que l'Iran joue actuellement la carte du terrorisme. Vous l'avez bien dit. Bien sûr, ça. Je dis que l'Iran aujourd'hui, l'Iran se bat contre le terrorisme en Syrie. Mais je dis que peut-être la semaine prochaine, l'Iran va changer de camp et soutenir le terrorisme. Parce que, actuellement, le président Rouhani est en discussion directe avec les frères musulmans. Bien sûr, bon, on va voir l'Iran se scinder. Il y a toujours eu deux pouvoirs entre la présidence et les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution sont les héritiers de la révolution anti-impérialiste de l'imam Khomeini. Les gardiens de la Révolution vont continuer à lutter contre le terrorisme. Mais le gouvernement civil du président Rouhani va, lui, au contraire, soutenir les terroristes. Donc, certainement, on va assister à un reflux militaire des Iraniens, parce que le gouvernement va demander aux gardiens de la Révolution de se retirer, et le gouvernement va utiliser son argent au profit des frères musulmans. Ce qui semble extraordinaire, ce qui semble hallucinant. Enfin, incompréhensible pour un esprit rationnel, mais pas pour un esprit machiavélien. Bon, tout à l'heure, vous rappeliez que l'islam révolutionnaire, vous avez écrit que Michael Lieden était à la fois un agent du MI6, du Mossad et de la CIA, et que c'est Michael Ier qui a publiquement évoqué la théorie du chaos. Or, Michael Lieden, c'était un des deux agents traitants de Hassan Rouhani pendant la contrat. Il y a une très grande logique à tout ça qui traverse les 30 dernières années, mais que personne n'a vu au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas le voir, parce que il y a eu un certain nombre de revirements dans Prudence, et il est prévisible que la stratégie que les partisans du chaos ont commencé à imaginer dans les années 80, il n'était pas prévisible que cette stratégie aboutirait, ou disons deviendrait prévalente, comme on peut le voir aujourd'hui en 2017. Une incidente à propos de Michael Lieden. Rappelons qu'il s'est fait connaître, il était attaché d'ambassade en Italie au moment des années de plomb, et que son nom avait été prononcé au moment de du fameux attentat de la gare de Bologne qui avait fait plus de 80 morts, dans le contexte de ce qu'on appelait la stratégie de l'attention. Cette stratégie de l'attention qu'on va retrouver aussi bien dans les printemps arabes, et vous avez signalé, et j'insiste là-dessus, que la situation prend mauvaise tournure actuellement au Maroc, peut-être demain en Algérie, mais qu'également se prépare peut-être des événements du même type en Amérique latine.
Donc les révolutions orangées sont, on ne parlera pas de l'échéance présidentielle de 2018 en Russie, mais les révolutions orangées ou les révolutions cachées sont devenues une arme absolument fatale et une arme massive dans la géopolitique mondiale. Absolument, absolument. Mais la réorganisation du monde, elle va aussi atteindre l'Europe. Hein. Actuellement, les Allemands sont en train de voir de quel côté ils vont pencher, mais le dernier discours de Madame Merkel disant qu'elle ne pouvait plus compter sur les États-Unis laisse à penser qu'elle a déjà estimé que du côté du terrorisme, il y a des alliés plus importants pour elle que du côté de la Maison Blanche. Parce que d'abord la Turquie, c'est un allié historique de l'Allemagne, l'Iran également, et d'autre part, les frères musulmans sont installés depuis la guerre froide en Allemagne. Vous avez à Aachen, il y a le centre mondial des frères musulmans syriens. Il est installé en Allemagne, par exemple. Hein. Les Européens, dont Mme Merkel en tête et M. Macron, misent déjà plus ou moins sur l'éviction de Donald Trump, donc la procédure d'impeachment qui est toujours suspendue au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. Apparemment. Absolument, absolument, absolument. Donc, les forces qui se battent aujourd'hui sont nouvelles pour nous, puisque des gens qui sont des alliés depuis de longues années vont s'entre-déchirer, et au contraire, des gens qui sont des ennemis vont devenir des alliés. Alors, je ne dis pas que ça va avoir lieu demain matin, mais actuellement, moi je peux témoigner, je constate les contacts qui sont noués et les alliances qui sont en cours d'élaboration. Si cette chose-là se stabilise, dans les 6 mois, il y aura un renversement complet des choses, complet. Il y a déjà eu des renversements d'alliances. La Turquie, membre de l'OTAN, pilier oriental, très proche des États-Unis, s'est rapprochée de la Russie. On assiste de renversement en renversement. Là, ce que vous nous annoncez est proprement, je ne dirais pas hallucinatoire, mais proprement effarant, mais en même temps passionnant. Et c'est vrai que nous sommes actuellement dans une situation de crise, mais qui n'est pas celle du Proche-Orient, qui est une situation de crise planétaire, puisque nous n'évoquerons pas l'Asie du Sud-Est ou la mer de Chine ou la mer du Japon, mais les choses se jouent également là-bas, comme elles se jouent déjà aux Philippines, alors que ce n'était pas attendu. On pensait que le groupe Abu Sayyaf était devenu quelque chose de totalement marginal, alors que là, il vient de passer à l'offensive. Oui, oui. Oui, alors, moi j'ai écrit là, ce livre sous nos yeux pour expliquer ce que j'ai constaté dans la politique à la fois régionale du Proche-Orient et globale, ce que j'ai constaté comme évolution des comportements au cours des 6 dernières années. Et de manière plus large, depuis le 11 septembre. Donc, c'est un témoignage unique, en fait, parce que, enfin, pour le moment unique, parce que j'imagine, par la suite, il y a beaucoup d'autres qui raconteront ce qu'ils ont vu, mais jusqu'à présent, personne n'a expliqué comment on passe de l'ancien système au nouveau. D'ailleurs, personne ne semble avoir vraiment compris qu'on est dans un nouveau système, que ça a déjà commencé. Donc, moi, j'essaie de relater ce que j'ai vu, sans chercher à faire des bons et des méchants. Je ne pense pas qu'il y ait de bons et de méchants en politique, mais pas du tout. Je crois que chacun cherche à se protéger, et quelques-uns cherchent à dominer.
Oui, mais alors là, je les mettrais plutôt dans le camp des pas gentils, des méchants. Il y a effectivement des prédateurs. Aujourd'hui, on sent donc, pour résumer votre pensée, que la nouvelle Maison-Blanche souhaiterait s'attaquer véritablement aux racines du terrorisme et donc calmer le jeu au Proche-Orient. C'était déjà un petit peu la politique de son prédécesseur, Obama, mais que... Non. Obama a vraiment versé de l'huile sur le feu. Il voulait tout détruire. Oui, donc il n'a pas du tout mérité son prix Nobel. Bon, je suis content de vous l'entendre dire. Et donc qu'aujourd'hui, le camp des super prédateurs qui sont nichés au cœur de la cité de Londres veulent reprendre la main, voyant bien d'ailleurs que les États-Unis prennent leur distance et donc ils ne vont pas construire une Europe souveraine, indépendante et puissante, mais ils veulent poursuivre cette stratégie qui doit mener in fine à la gouvernance mondiale. Alors Thierry, malheureusement, le temps qui nous est imparti est échu, mais vous avez tout le temps que vous souhaitez pour conclure ou ne pas conclure. Je pense que en France, l'ensemble des Français sont en retard sur les événements. Les dernières années du mandat de Nicolas Sarkozy, on a menti délibérément sur ce qui se passait au Proche-Orient. On a présenté comme spontanés des événements que la France avait participé à organiser au préalable. Et puis, pendant les 5 années de François Hollande, c'est pas qu'on a menti, c'est qu'on a caché, on a désinformé totalement la réalité. Donc là, on est allé beaucoup plus loin dans la falsification. Et aujourd'hui, chacun peut constater que les événements ne sont plus cohérents avec ce que l'on a raconté jusqu'à présent. Donc, il faut récupérer le temps qui a été perdu et il faut analyser les choses. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, mais toutes les contributions sont les bienvenues pour comprendre comment on passe de l'ancien système au nouveau et quels sont les acteurs de ce passage. En France, l'équipe de M. Macron semble très proche de l'État profond aux États-Unis. Mais je dis, elle semble très proche. En même temps, on voit la réception du président Poutine. Aucun d'entre nous ne sait quel était l'objectif de cette réunion. La presse raconte, ils se sont serrés la main, etc. Ça n'a aucun intérêt. La France a pris l'initiative de cette réunion et personne ne sait pourquoi. La France avait quelque chose à négocier, on ne sait pas quoi. On ne le saura que dans quelques temps. Pour le moment, on ne sait pas si ça a été un succès ou un échec. On ignore quel est le but de cette réunion. Donc, au lieu de raconter des bêtises quand on ne sait pas, on doit chercher à comprendre ce qui se trouve en arrière de cette réunion et ce qui peut être la décision des uns et des autres. Et ça, cette démarche, elle doit être constante aujourd'hui en France pour comprendre comment la France, comment le gouvernement français essaye de placer notre pays sur le plan international et quelles sont les alternatives qui existent. Si notre pays, Thierry, existe encore, ce que nous souhaitons, mais les Français sont bien mal placés pour comprendre ce qui se passe, vu le degré, le niveau de désinformation que pratiquent les médias. Il y a eu une campagne électorale qui a parlé de mondialisation, de globalisation, et je pense que personne en France ne sait ce que veut dire le mot globalisation, mais vraiment personne. Parce qu'il faut venir voir ici sur le champ de bataille, il faut venir voir des villes qui ont été détruites pour comprendre ce qu'est la globalisation. Ça n'a rien à voir avec le commerce international, rien à voir avec ça. Thierry, merci infiniment. Nous nous donnons rendez-vous tout bientôt pour reprendre ce dialogue et suivre pas à pas les grandes mutations géopolitiques du Proche-Orient, si tant est que l'équipe Bush, que l'équipe Trump puisse les conduire à bon port.
Merci à vous, merci à toutes et à très bientôt. À toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir Thierry.